Imaginez des centaines de femmes assises dans d'immenses salles, penchées sur des machines à calculer mécaniques, traçant des courbes complexes et manipulant des logarithmes avec une précision chirurgicale. Cette scène, qui pourrait sembler sortir d'une dystopie de science-fiction, était pourtant la réalité quotidienne des bureaux de calcul américains entre 1880 et 1960. Ces femmes étaient appelées « computers », terme qui désignait alors des êtres humains dont le métier était de calculer, bien avant que ce mot ne désigne nos machines électroniques. L'ironie de cette histoire méconnue est saisissante. Ces femmes ont littéralement calculé les programmes des premiers ordinateurs électroniques qui allaient les remplacer, programmant ainsi leur propre obsolescence, tout en révolutionnant notre compréhension de l'univers. Elles ont permis les premiers vols spatiaux, posé les bases de l'informatique moderne, et pourtant, elles ont été largement effacées de la mémoire collective. Cette profession était majoritairement féminine, et des milliers de femmes brillantes ont secrètement façonné notre monde technologique dans l'ombre de l'histoire officielle. L'aventure commence en 1877 à l'Observatoire de Harvard, sous la direction d'Edward Pickering. Confronté à l'accumulation massive de données astronomiques et frustré par le travail de son assistant masculin, Pickering aurait déclaré dans un moment de colère que sa gouvernante écossaise pourrait faire un meilleur travail. Il embaucha effectivement Williamina Fleming comme computer et le résultat fut spectaculaire. Fleming découvrit la nébuleuse de la tête de cheval et catalogua plus de 10 000 étoiles, lançant ce qui allait devenir le célèbre World Computer Project. Le choix des femmes pour cette profession répondait à plusieurs logiques économiques et sociales. D'abord, les salaires. Les femmes étaient payées 25 à 50% de moins que les hommes pour un travail équivalent. Ensuite, l'éducation. De plus en plus de femmes accédaient aux études supérieures, mais se voyaient exclues des postes académiques traditionnels. On considérait également que les femmes possédaient naturellement plus de patience et de minutie pour les tâches répétitives, et peu d'autres carrières scientifiques leur étaient ouvertes. Pickering révolutionna l'organisation du travail scientifique en appliquant les principes de la production industrielle au calcul astronomique, créant une véritable chaîne de production mathématique avec division du travail, standardisation des procédures, contrôle qualité et formation systématique. Williamina Fleming, née en Écosse et abandonnée par son mari alors qu'elle était enceinte, arriva aux États-Unis sans ressources. Employée comme domestique chez Pickering, elle devint rapidement sa collaboratrice scientifique la plus précieuse. Ses découvertes incluent la nébuleuse de la tête de cheval en 1888, la classification de plus de 10 000 étoiles, la découverte de 59 nébuleuses gazeuses et 310 étoiles variables, ainsi que la création du système de classification stellaire Pickering-Fleming. Lorsqu'elle demanda une augmentation après des années de découvertes majeures, Pickering répondit qu'elle était déjà bien payée pour une femme, gagnant 1 500 $ par an, quand ses collègues masculins en gagnaient 2 500 pour un travail équivalent. Annie Jump Cannon développa le système de classification stellaire, mémorisé par la phrase « Oh beer fine girl, kiss me », encore utilisé aujourd'hui par tous les astronomes du monde. Ces chiffres de production étaient vertigineux. Elle classa 350 000 étoiles à un rythme de 3 étoiles par minute à son apogée, découvrit 300 étoiles variables et publia 9 volumes du Henry Draper Catalogue. Sourde, depuis l'université, suite à une scarlatine, Cannon avait développé une concentration extraordinaire, que ses collègues décrivaient comme une capacité à entendre les étoiles différemment des autres. Henrietta Swan Leavitt révolutionna notre compréhension de l'univers en 1908, avec sa découverte de la relation période-luminosité des étoiles variables céphéides.
Cette découverte permit de mesurer les distances cosmiques et révéla que l'univers était bien plus vaste qu'imaginé. Sans le travail de Leavitt, Edwin Hubble n'aurait pas pu prouver que les galaxies s'éloignent. La théorie du Big Bang n'aurait pas vu le jour, et notre compréhension moderne de l'univers n'existerait pas. Tragiquement, Leavitt mourut en 1921, juste avant que sa découverte ne révolutionne l'astronomie. En 1925, un astronome suédois voulut la proposer pour le prix Nobel, mais apprit qu'elle était déjà décédée. Cecilia Payne-Gaposchkin proposa dans sa thèse de 1925 que les étoiles étaient principalement composées d'hydrogène et d'hélium. L'établissement scientifique masculin rejeta cette idée comme clairement impossible. 4 ans plus tard, des astronomes masculins découvrirent la même chose et reçurent tous les honneurs. Payne ne fut reconnu que des décennies plus tard. Quand Harvard refusa de lui donner un poste de professeur titulaire, malgré ses découvertes, elle répondit avec amertume qu'elle devrait se contenter d'être la meilleure astronome non reconnue du monde. Le phénomène s'étendit bien au-delà de Harvard. L'observatoire de Mount Wilson employa entre 1920 et 1940 plus de 40 computers femmes pour analyser les spectres stellaires et calculer les positions planétaires. Le Bureau météorologique national employa dès 1890 des centaines de femmes pour calculer les prévisions météorologiques, analysant quotidiennement des milliers de points de données. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 75 000 femmes travaillaient comme computers pour calculer les trajectoires balistiques, décoder les communications ennemies, planifier les missions aériennes et analyser les données radar. L'ironie ultime se manifesta avec les 6 programmeuses de l'ENIAC, le premier ordinateur électronique général. Kathleen Antonelli, Jean Bartik, Betty Alberton, Marlene Meltzer, Frances Pence et Ruth Teitelbaum. Elles étaient toutes d'anciennes computers humaines. Elles avaient calculé manuellement les tables de tir d'artillerie pendant la guerre, puis furent choisies pour programmer la machine qui rendrait leurs anciens travails obsolètes. Lors de la présentation publique de l'ENIAC en 1946, ces programmeuses furent reléguées à l'arrière-plan, tandis que les médias se concentraient sur les ingénieurs masculins qui avaient construit la machine. L'organisation industrielle du calcul suivait une chaîne de production mathématique rigoureuse. Collecte et observation des données, préparation et nettoyage des données brutes, calcul primaire avec opérations arithmétiques de base, calcul secondaire incluant analyse statistique et interpolation, vérification par contrôle qualité avec d'autres computers et enfin publication avec mise en forme finale des résultats. Une équipe de 50 computers pouvait traiter l'équivalent de ce qui prendrait des mois à un scientifique travaillant seul. La NASA et le NACA, son prédécesseur, représentent l'âge d'or de cette profession. Le Langley Research Center employa dès 1935 des centaines de computers, dont de nombreuses femmes afro-américaines, dans une section ségrégée surnommée Colored Computers. Dorothy Vaughan devint en 1949 la première superviseure afro-américaine du NACA, dirigeant l'unité de calcul Ouest. Avec une vision prophétique, elle comprit dès 1958 que les ordinateurs électroniques allaient remplacer les computers humains. Elle apprit secrètement le Fortran et forma discrètement son équipe, étudiant les manuels de programmation cachés dans sa bibliothèque personnelle, car les formations officielles étaient réservées aux ingénieurs blancs masculins. Katherine Johnson effectua les calculs historiques qui permirent les premiers vols spatiaux américains. Elle vérifia les calculs informatiques pour le vol d'Alan Shepard en 1961, calcula les trajectoires de retour d'urgence pour la mission Apollo 11 et surtout répondit à la demande express de John Glenn, qui refusa de voler tant qu'elle n'avait pas vérifié personnellement les calculs informatiques. L'astronaute déclara avant son vol orbital historique demander à la fille de vérifier les chiffres.
Johnson calculait à la main avec une précision de 14 décimales, rivalisant avec les premiers ordinateurs. Mary Jackson dut se battre contre les barrières institutionnelles pour devenir ingénieur, demandant une autorisation spéciale pour suivre des cours du soir dans une école réservée aux Blancs. Frustrée par les limitations imposées aux femmes noires, elle abandonna finalement l'ingénierie pour devenir responsable du programme d'égalité des chances de la NASA, aidant d'autres femmes et minorités à accéder aux postes techniques. Les chiffres de Langley illustrent l'ampleur du phénomène. 200 computers humains en 1940, plus de 400 en 1945, au pic de la guerre. Environ 300 en 1955 pendant la coexistence avec les premiers ordinateurs et moins de 50 en 1970 quand la transition fut achevée. Entre 1940 et 1960, les computers de Langley calculèrent plus de 50 000 trajectoires d'avions expérimentaux, analysèrent 500 000 heures de données de vol et produisirent 20 000 rapports techniques. La transition technologique s'opéra progressivement. Les premiers ordinateurs électroniques comme l'ENIAC en 1946, l'UNIVAC One en 1951 et l'IBM 704 en 1954 coexistèrent paradoxalement avec les computers humains entre 1950 et 1965. Les humains vérifiaient les machines accéléraient les humains. Le processus de remplacement passa par 3 phases. D'abord le scepticisme entre 1945 et 1955, car les ordinateurs tombaient souvent en panne et coûtaient très cher. Puis la coexistence entre 1955 et 1965, avec les ordinateurs pour les gros calculs et les humains pour la vérification. Enfin l'obsolescence entre 1965 et 1970, quand la fiabilité des machines fut établie et leur coût en baisse constante. Certaines computers réussirent leur reconversion en devenant programmeuses comme Dorothy Vaughan, analyste de système, responsable de centres de calcul ou formatrice en informatique. Beaucoup d'autres furent progressivement exclus, licenciés sans formation de reconversion, relégués à des tâches administratives ou forcés à prendre leur retraite anticipée. L'ironie finale fut que l'industrie informatique naissante recruta massivement des hommes, excluant les femmes qui avaient pourtant créé la profession. Cette histoire révèle des parallèles saisissants avec notre époque de l'intelligence artificielle, mais avec des différences cruciales qu'il convient de souligner. Contrairement à l'informatique des années 1950-1960, qui créa finalement autant d'emplois qu'elle en détruisait, l'intelligence artificielle présente des dangers bien plus considérables pour l'emploi. L'IA touche désormais tous les secteurs d'activité, y compris certains dont nous n'avons pas encore pleinement conscience de la vulnérabilité. Alors que l'informatique nécessitait encore une intervention humaine importante pour la programmation, la maintenance et l'analyse, l'IA moderne vise l'autonomisation complète de processus entiers. Le danger principal réside dans l'ampleur et la rapidité de cette transformation. L'IA ne se contente pas de remplacer les tâches répétitives comme le faisaient les premiers ordinateurs avec les computers humains. Elle s'attaque désormais aux métiers intellectuels, créatifs, décisionnels et relationnels. Les avocats voient leurs recherches juridiques automatisées, les médecins leurs diagnostics assistés puis remplacés, les enseignants leurs cours générés automatiquement, les artistes leurs créations reproduites par des algorithmes. Même les métiers que l'on croyait à l'abri, comme la psychologie, le journalisme ou la stratégie d'entreprise, sont progressivement investis par des IA spécialisées. Contrairement aux transitions technologiques précédentes, qui s'étalaient sur plusieurs décennies, permettant une adaptation progressive, l'IA évolue à un rythme exponentiel. Les modèles de langage comme GPT ont révolutionné en quelques années des domaines entiers, de la rédaction à la programmation, en passant par la traduction.
Cette vitesse ne laisse pas le temps aux travailleurs de se reconvertir, ni aux institutions de créer des filets de sécurité appropriés. Le mythe selon lequel l'IA créera autant d'emplois qu'elle en détruit repose sur une analogie historique trompeuse. Certes, l'automatisation industrielle et l'informatisation ont historiquement créé de nouveaux métiers, mais l'IA présente une différence fondamentale. Elle vise à reproduire l'intelligence humaine elle-même, pas seulement la force physique ou la capacité de calcul. Quand une machine peut apprendre, raisonner, créer et décider, que reste-t-il comme domaine exclusivement humain? Les nouveaux emplois générés par l'IA sont souvent précaires et mal rémunérés. Nettoyage de données, annotation d'images, modération de contenu, surveillance d'algorithmes. Ces métiers reproduisent les inégalités observées avec les computers humains, concentrant le travail pénible et invisible dans les pays en développement, tandis que les bénéfices restent dans les pays développeurs de technologies. De plus, ces emplois sont eux-mêmes menacés par l'amélioration continue des IA, créant une précarité permanente. L'homme, par cupidité et orgueil technologique, risque de perdre le contrôle de cette révolution. Les entreprises technologiques, dans leur course au profit, développent des IA de plus en plus puissantes, sans considération suffisante pour les conséquences sociales. Elles promettent un futur radieux d'automatisation, tout en externalisant les coûts humains sur la société. Les décideurs politiques et économiques, éblouis par les promesses de productivité, négligent les signaux d'alarme des destructions d'emplois massives, déjà observables. Cette course effrénée vers l'automatisation totale pourrait mener à une société où une minorité possède des moyens de production intelligents, tandis qu'une majorité se trouve dépossédée de sa capacité à contribuer économiquement. Contrairement aux révolutions industrielles précédentes, qui nécessitaient encore des travailleurs pour faire fonctionner les machines, l'IA vise l'élimination complète du facteur humain dans de nombreux processus. Le travail caché derrière l'IA moderne reproduit les mécanismes d'exploitation observés avec les computers humains. Au Kenya, aux Philippines, au Venezuela, des millions de personnes étiquettent des images pour entraîner l'IA. En Inde et au Bangladesh, d'autres transcrivent et nettoient des données massives. Partout dans le monde, des modérateurs de contenu entraînent les algorithmes. Ces travailleurs perçoivent des salaires dérisoires, souvent moins de 2 $ de l'heure, dans des conditions précaires sans protection sociale, effectuant un travail répétitif et psychologiquement éprouvant. Le spectre de l'automatisation persiste. Hier, on disait que les ordinateurs allaient tout calculer automatiquement, alors que des milliers d'humains préparaient et vérifiaient chaque calcul. Aujourd'hui, l'IA ne fonctionne pas encore de manière autonome, car des millions d'humains entraînent, nettoient et corrigent l'IA. Le pattern d'effacement des contributeurs reste identique. Le travail humain massif rend la technologie possible. Celle-ci est présentée comme automatique, les contributeurs humains sont rendus invisibles et les créateurs ou propriétaires de la technologie récoltent tous les bénéfices. Les questions contemporaines font écho à celles du passé. Qui possède l'intelligence? Les computers des années 50 ont créé les bases de l'informatique moderne. Les data laborers d'aujourd'hui créent l'intelligence artificielle. Mais dans les deux cas, ils ne possèdent rien de ce qu'ils créent. Hier, les ordinateurs ont remplacé les computers, mais ont créé le besoin de programmeurs, d'opérateurs, d'analystes. Aujourd'hui, l'IA remplace déjà certains emplois, mais crée le besoin massif de travailleurs sous-payés, reproduisant le cycle d'exploitation. L'histoire des computers nous enseigne plusieurs leçons cruciales sur l'avenir de l'IA. L'invisibilité persistante. Aujourd'hui, le travail humain derrière l'IA reste largement invisible, perpétuant l'illusion de l'automatisation complète. L'évolution des compétences. De nouveaux métiers émergeront, mais dans des conditions souvent précaires. Les inégalités géographiques. Les bénéfices iront aux pays développeurs, les coûts aux pays producteurs. La reconversion forcée.
Des millions de travailleurs devront s'adapter ou disparaître, mais sans les moyens ni le temps nécessaire. Cette histoire méconnue des computers humains révèle des secrets fascinants. À Harvard, elles avaient développé leur propre système de notation pour signaler les erreurs, sans offenser les astronomes masculins. Un petit point rouge signifiait calcul douteux. Un point bleu, données probablement erronées. En 1943, au laboratoire de balistique de l'armée, elles organisèrent une grève silencieuse en ralentissant collectivement leur travail de 50% pour protester contre l'interdiction d'accéder aux cafétérias réservées aux hommes. L'armée céda en 3 jours. Pendant la guerre froide, la CIA recruta discrètement d'anciennes computers pour décoder les communications soviétiques, leur expérience des calculs répétitifs faisant d'elles d'excellentes cryptanalystes. Grace Hopper, computer, devenue programmeuse, inventa le premier compilateur et popularisa le terme « bug informatique » après avoir trouvé un vrai insecte dans un ordinateur. Eddie Lamar, actrice hollywoodienne le jour, était computer bénévole la nuit pour l'effort de guerre, ses calculs de fréquences contribuant à l'invention du Wi-Fi et du Bluetooth. Une computer anonyme de Los Alamos calcula les équations critiques du projet Manhattan, déterminant la masse critique du plutonium, son nom restant encore classifié aujourd'hui. L'effacement des computers humains de l'histoire est plus qu'une injustice. C'est une perte de mémoire collective qui nous empêche de comprendre notre présent technologique. Nous avons oublié une leçon essentielle. La technologie n'a jamais été entièrement automatique. Pourtant, avec l'intelligence artificielle, nous assistons à un basculement. Aujourd'hui encore, elle repose sur l'intelligence humaine, mais demain, elle pourrait s'en affranchir. L'innovation naît souvent de la diversité, pas uniquement de l'élite. Plus dangereusement encore, nous avons perdu de vue que les révolutions technologiques ne créent pas toujours autant d'emplois qu'elles en détruisent, surtout lorsqu'elles touchent à l'intelligence elle-même, menaçant de devenir véritablement autonome. Aujourd'hui, alors que l'IA transforme notre monde avec une rapidité et une amplitude sans précédent, nous reproduisons les mêmes erreurs en invisibilisant le travail humain derrière la technologie, en concentrant les bénéfices entre les mains de quelques-uns et en oubliant que chaque intelligence artificielle est le produit d'intelligences humaines multiples. Mais cette fois, les risques sont démultipliés car l'IA ne se contente pas de prolonger nos capacités, elle aspire à les remplacer entièrement. Les computers humains nous ont légué plus que des calculs et des découvertes. Elles nous ont montré que l'innovation peut naître des marges, que la précision et la créativité ne s'opposent pas, que le travail collectif peut accomplir l'impossible et que la technologie doit servir l'humanité, pas l'inverse. Dans notre course vers l'intelligence artificielle, il est vital de ne jamais oublier que l'intelligence la plus extraordinaire reste celle des êtres humains, qui, jour après jour, calcul après calcul, ont construit le monde numérique dans lequel nous vivons. Ces femmes computers ont littéralement calculé notre futur technologique. Il est temps de calculer le leur dans notre mémoire collective et surtout d'apprendre de leur histoire pour éviter que l'intelligence artificielle ne reproduise les mêmes mécanismes d'exploitation et d'effacement, mais cette fois à une échelle qui pourrait mettre en péril l'équilibre même de nos sociétés. L'histoire des computers humains nous mène inexorablement vers une question terrifiante, celle du salaire universel. David y voit une fatalité historique, l'aboutissement logique de cette révolution qui a commencé dans les bureaux de calcul de Harvard. Demain, selon cette vision, les États n'auront d'autre choix que d'instaurer un revenu universel pour tous, peu importe l'origine, la formation ou le statut social.
Une taxe sur chaque robot au travail, sur chaque algorithme décisionnel, sur chaque IA productive financera ce nouveau contrat social. Les gouvernements transformeront ainsi leurs citoyens en consommateurs dociles, dépendants d'une allocation qui conditionnera leur survie même. Ce salaire universel absorberait toutes les aides sociales existantes et se cumulerait aux revenus des rares travailleurs humains encore employés. Mais derrière cette apparente générosité se cache un piège redoutable. Qui oserait contester les lois, manifester, se rebeller, quand sa survie dépend entièrement de cette manne gouvernementale? L'ironie serait amère. Les computers humains, qui découvraient l'univers malgré leur exploitation, auraient involontairement pavé la voie vers une société où leurs descendants échangeraient leur liberté contre la sécurité d'un chèque mensuel. Cette mesure séduira les masses. Pour les pauvres, c'est la promesse d'une vie sans l'angoisse du lendemain. Pour les classes moyennes fragilisées, c'est un filet de sécurité rassurant. Mais d'autres y verront une forme d'esclavage moderne. Les ultra-riches, propriétaires des IA et des robots, régneront sur une humanité maintenue dans une dépendance confortable. Le fossé se creusera comme jamais. D'un côté, une élite technologique possédant les moyens de production intelligents, de l'autre, une masse d'allocataires dont la docilité sera garantie par leur dépendance totale au système. Les computers humains, exploités mais libres de leur découverte, auraient-elles accepté d'échanger leur créativité contre une rente à vie? Et vous, comment voyez-vous le monde du travail de demain? Faut-il accepter cette transformation de l'humanité en société de consommateurs entretenus? Ou existe-t-il une autre voie où l'intelligence artificielle servirait à libérer le potentiel créatif humain plutôt qu'à le remplacer? L'histoire des computers nous rappelle une vérité essentielle. Les révolutions technologiques ne sont jamais inéluctables dans leurs conséquences sociales. Elles sont le produit de nos choix collectifs. À nous de choisir si nous voulons calculer un futur où l'humanité retrouve sa place ou accepter d'être calculée par lui. Alors, cogite bien sur cette histoire qui nous concerne tous. Partage cette vidéo, abonne-toi, like, commente. Participe et fais entendre ta voix dans ce monde qui bouge de plus en plus vite. Car contrairement aux computers humains de l'époque, nous avons encore le pouvoir de peser sur notre avenir technologique. Merci et à bientôt.